Petit avertissement à nos auditeurs et nos auditrices, ce podcast a rencontré malheureusement quelques petits problèmes de micro, nous nous en excusons. Le revers du futur, c'est le podcast de Renouvelle. Le revers du futur comme pied de nez au revers de la médaille. Pour renverser ce fatalisme parfois présent lorsqu'on parle de l'avenir de notre planète. Parce que, pour avancer, il vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Revers du futur. Alors aujourd'hui, on va aborder l'intérêt d'installer des panneaux photovoltaïques. Alors pourquoi ce sujet? Avec l'arrêt du compteur qui tourne à l'envers, le décrochage d'onduleurs, le réseau qui doit encore se développer pour pouvoir absorber toute cette nouvelle énergie, on peut comprendre que le citoyen se pose quelques questions quant à l'utilité de cette installation. Alors aujourd'hui, on fait le point sur la situation et pour ça, j'accueille Mathieu Bourgeois. Bonjour Mathieu. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Oui, donc je suis chargé de projet chez Énergie Commune. Je m'occupe essentiellement d'accompagner des citoyens et des collectivités vers, disons, la transition énergétique de manière générale. Euh, et voilà, on s'occupe aussi beaucoup de partage de communautés d'énergie qui souvent inclut de l'électricité solaire. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment fonctionne le photovoltaïque dans une maison? Ouais, alors le principe de base, c'est qu'un panneau photovoltaïque produit de l'électricité sur base de la lumière qu'il capte dehors. Ensuite, on va raccorder cette installation solaire à un compteur qui se situe dans une maison, par exemple. Et donc ainsi, la maison va pouvoir consommer l'électricité produite par les panneaux. Entre les deux, donc entre l'installation et le compteur, il y a un appareil qui s'appelle un onduleur et qui va en fait changer la modalité du courant. Donc les panneaux solaires, ils produisent en courant ce qu'on appelle continu. Or, au sein d'une maison, on consomme du courant en mode alternatif. Et donc, l'onduleur vient convertir le continu en alternatif pour qu'on puisse utiliser l'électricité solaire au sein de notre maison. Tu parles de lumière et c'est important de le préciser, car on pourrait penser que pour produire de l'électricité avec les panneaux, il faut nécessairement un temps hyper ensoleillé, mais les panneaux produisent aussi par temps nuageux. Alors certes, peut-être moins que par temps dégagé, super ensoleillé, mais ils produisent quand même. Et je vous invite d'ailleurs à consulter un récent article Renouvelle sur le sujet intitulé «Météo belge et photovoltaïque incompatibles». Bien sûr, le lien vers l'article sera disponible dans la description du podcast. Alors, on va tout de suite parler de rentabilité directement. La première chose à laquelle, on pense en parlant d'installation, solaire, c'est l'intérêt économique, qui découle d'une diminution du coût des factures d'énergie. Un intérêt qui a piqué la curiosité des citoyens, semble-t-il, suite notamment à la crise des prix de l'énergie. Un intérêt qui s'est d'ailleurs traduit par un boom des installations solaires en Belgique. Ces installations, c'est un investissement pour lequel il faut d'abord avancer les sous, avant qu'ils nous en rendent en quelque sorte. Qu'en est-il de la rentabilité d'une installation solaire? Je vais donner plusieurs chiffres clés pour bien comprendre en fait c'est quoi les différents paramètres qui jouent sur cette rentabilité, à commencer par évidemment le coût de l'installation. Combien ça coûte d'acheter des panneaux solaires? La première bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'ils sont de plus en plus faibles. Donc ces 10-15 dernières années, on a vraiment eu une baisse extrêmement importante des coûts du panneau solaire, qui vont d'ailleurs, selon les prévisions, commencer à baisser. Et pour une installation de 5 kW crête, donc petite parenthèse, kilowatt crête, c'est la puissance d'une installation. Donc la puissance, c'est la capacité d'une installation solaire à produire de l'électricité. Donc autrement dit, au plus la puissance est importante, au plus le volume d'électricité produit sera lui-même important. En général, en moyenne, pour une maison classique, on est donc sur une installation de 5 kW crête. Ça coûte environ 1200 euros du kilowatt crête, et donc on sera à 6000 euros, TVA comprise, pour une installation classique d'un ménage. C'est un investissement qui c'est quand même plusieurs milliers d'euros, ça représente un coût important, mais qui reste relativement abordable, en tout cas pour certains. Néanmoins, pour ceux qui n'auraient pas les sous sur fonds propres, il y a des solutions de préfinancement qui existent, à commencer par les banques classiques, qui offrent toute une série de prêts dans lesquels des panneaux solaires rentrent tout à fait. Il y a les régions qui, en parallèle de ça, ont développé des solutions de prêts qui sont à des taux d'intérêt extrêmement intéressants, surtout que aujourd'hui, les taux d'intérêt chez les banques sont quand même relativement élevés. Ça s'appelle le Rénopac en Wallonie et l'Éco-Réno à Bruxelles. Et donc, il y a quand même des conditions, mais qui sont relativement larges
Et enfin, à Bruxelles, il y a encore et toujours la solution des tiers investisseurs, donc qui offrent des solutions de préfinancement. Alors ça, c'était pour le coût d'installation. Je suis consommateur, je fais un achat, j'aimerais bien qu'il dure le plus longtemps possible et qu'il fonctionne donc le plus longtemps possible. Qu'en est-il de la durée de vie des panneaux? Eh bien, avec les panneaux actuels, on peut aller jusque 30 ans. OK. Donc, ça a une durée de vie de 30 ans. Et ils sont même, en général, ça varie un petit peu selon les installateurs, mais garantis 20 ans. Donc voilà, c'est que ça a une durée de vie quand même relativement importante. Alors il faut aussi, du coup, maintenir cette installation. Est-ce que les coûts de maintenance sont élevés? Est-ce qu'il y a de la maintenance à faire? Eh bien, non, en fait. Il y a très, très peu de maintenance, sauf cas exceptionnel de dommages causés par une tempête, par Mmh. exemple, mais qui peut éventuellement être couvert par une assurance. Le seul coût éventuellement qui pourrait intervenir, en déant les 30 ans de la durée de vie des panneaux, c'est le remplacement de l'onduleur. Donc c'est l'appareil dont OK. je parlais juste Ouais. avant. Parfois, certains, au bout de 15-20 ans, il va falloir le remplacer, à un coût, en tout cas au coût actuel, entre 1 000 et 2 000 € TVA comprise. Donc le solaire, c'est un investissement qui se caractérise par une dépense initiale, mais ensuite qui est très sécurisant parce que les coûts qui vont arriver ensuite vont être très faibles. Bah, le combustible, le soleil, il est gratuit. Et donc voilà, c'est difficile parce qu'il faut sortir beaucoup d'argent dès le départ, Ouais. mais ensuite on a une visibilité très forte sur la suite de l'investissement. En tant que consommateur, moi, j'installe des panneaux solaires, pour économiser sur ma facture d'énergie. Donc, quel est le gain annuel? Comment ça se traduit, sur mes factures? Donc de nouveau, pour un cas classique d'un ménage, donc avec une installation de 5 kW crête, avec une consommation standard, on est environ à 500 € de gain net par an sur la facture d'électricité. Comment se réalise cette économie? D'où elle vient? Alors, il y a une grande règle avec l'électricité solaire, c'est que pour pouvoir en bénéficier soi-même, il faut la consommer au moment où elle est produite. C'est vraiment une question c'est instantané. Et c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Donc quand j'autoconsomme chez moi de l'électricité, ça veut dire qu'on autoconsomme en même temps que les panneaux produisent de OK. l'électricité. Et donc en fait, quand on parle d'une installation chez soi, cette électricité solaire, elle ne passe pas par le réseau et on la produit soi-même. Donc en fait, elle est complètement gratuite. On n'achète pas d'électricité à un fournisseur et on ne paye pas de frais de réseau sur cette Mmh. électricité. Et le gain, il vient de là en fait. C'est qu'on va consommer annuellement X kilowattheures d'électricité gratuite au lieu de l'acheter à son fournisseur, évidemment, avec qui on va payer cette électricité. Donc de manière générale, pour avoir un volume conséquent et une capacité d'autoproduire ensuite, il faut évidemment s'assurer que, y ait que votre maison soit adaptée à la production solaire. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'ombrage sur votre toit, qu'il soit bien orienté pour avoir un maximum de lumière pendant la journée, et cetera. Mais voilà, ça c'est des choses que vous verrez avec, l'installateur évidemment. Mais voilà, c'est aussi évidemment des éléments à prendre en compte au moment de décider d'acheter des panneaux. Super, alors l'achat est fait, l'installation est faite, la production est lancée. Combien de temps, est-ce qu'il va me falloir pour, rembourser le coût des panneaux? De nouveau, en moyenne, en Wallonie en tout cas, on est sur un temps de retour sur investissement, donc le TRI, donc c'est le temps qu'il va falloir pour rembourser le coût de l'installation, de 11 ans. Et à Bruxelles, on est même en fait sur une durée inférieure, puisqu'à Bruxelles, même pour les petites installations, il y a encore des certificats verts. Donc c'est Mmh. un certificat qu'on reçoit quand on produit l'électricité solaire et qui vaut de l'argent. Donc on reçoit de l'argent en fait pour produire. Et là, on va plutôt être sur un TRI de 6-7 ans. Mais donc voilà, quand on compare à la durée de vie des panneaux, on se rend compte qu'en fait, on rembourse bien avant l'investissement de la fin de la durée de vie des panneaux. Et donc, sur la durée, c'est vraiment un investissement qui reste intéressant. La vie, ça bouge, ça se bouscule et voilà que je décide de déménager. Quel impact est-ce que ça aura sur, ce retour d'investissement? Je pense qu'on peut tout à fait le «neutraliser» entre guillemets, puisque le fait d'avoir une installation, rend le bien plus attractif. On peut l'intégrer dans le prix d'achat de la maison, enfin ou le prix de vente plutôt. Mmh. Et par ailleurs, ça va aussi améliorer fortement la PEB, donc la performance énergétique du bâtiment. Or, on sait que c'est un élément auquel les acheteurs sont de plus en plus attentifs. Et donc voilà, c'est une manière de rendre aussi plus attractif le bien avec ça. 6-7 ans, 11 ans, en tant que consommateur, ça me fait un peu peur et le temps me semble un peu long pour récolter les fruits de cet investissement.
est-ce que je peux activer certains comportements ou gestes pour, raccourcir, le TRI? Oui, tout à fait, et ça commence au moment de l'installation des panneaux. Donc j'évoquais tout à l'heure l'importance de l'orientation des panneaux par rapport au soleil. Aujourd'hui, on conseille vraiment d'installer plutôt les panneaux à l'est et à l'ouest, OK. plutôt qu'au sud et encore plus qu'au nord. Parce qu'en fait, alors certes, l'intensité lumineuse est un peu moindre qu'au sud où vraiment, on est sur les heures du temps de midi où l'intensité est très importante. Mais la qualité des panneaux aujourd'hui fait que, on arrive à quand même produire beaucoup à l'est et à l'ouest et ça a l'avantage en fait d'allonger la période dans une journée durant laquelle, les panneaux vont produire et donc on a un laps de temps beaucoup plus large pour faire ce fameux jeu d'autoconsommation et d'essayer de consommer au moment où les panneaux produisent. On a plus de temps pour ça en fait pendant la journée, plutôt que quelques heures à midi où c'est là que le principal de la production va se faire. Alors ensuite, il y a l'usage et par rapport à ça, on revient encore et toujours à ce concept, d'autoconsommation, d'électricité solaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a, une consommation naturelle qui va se faire. Même quand on n'est pas chez soi, on consomme de l'électricité pendant la journée, avec le frigo qui tourne, avec des appareils qu'on recharge, avec éventuellement du chauffage électrique et cetera et Mmh. cetera. Ensuite, quand on est chez soi, bah, forcément, il y a de la consommation, on regarde la télé et cetera. Donc voilà, même sans trop réfléchir à: «Ah tiens, il y a mes panneaux qui produisent, je dois absolument consommer», en fait, il y a toute une série de consommations qui va se faire et grâce à ce mécanisme «naturel» entre guillemets, on va déjà consommer un bon tiers, en tout cas en moyenne, de, sa production solaire. Alors ça, c'est pour le temps de retour d'investissement, de 11 ans. Mais est-ce qu'on peut mettre en place, des choses pour aller encore plus loin? Oui, tout à fait et donc c'est là qu'on va vraiment réussir à raccourcir ce temps de retour sur investissement. Les principaux leviers qu'on a pour ça, c'est, en premier lieu, le véhicule électrique. OK. Donc si on a un véhicule électrique chez soi et on arrive à synchroniser, il y a même des technologies qui permettent de le faire plus ou moins automatiquement, la recharge de son véhicule avec la production de ses panneaux, on va autoconsommer un volume beaucoup plus important. Autre levier, c'est le chauffage de l'eau sanitaire. Donc si on a une pompe à chaleur ou même un simple boiler électrique pour chauffer son eau, Mmh. ah ben là aussi, il y a des technologies qui existent pour synchroniser au maximum la production solaire avec le chauffage et ça va vraiment permettre là aussi de consommer d'auto-consommer pardon, des volumes beaucoup plus importants. Idem pour les pompes à chaleur qui chauffent l'air dans la maison, même si là, le potentiel est plus réduit parce que la pompe à chaleur, on l'utilise surtout en hiver et c'est là qu'il y a une production qui est moindre durant l'année parce que l'intensité lumineuse est beaucoup plus faible. Donc c'est plutôt pour les intersaisons, comme on dit, Mmh. là où il y a déjà beaucoup plus de lumière et où on utilise quand même encore sa pompe à chaleur. Et pour le froid en été, éventuellement, puisqu'il fait de plus en plus chaud. Et enfin, là, ça va avoir un impact un peu moindre, mais tout de même, c'est bien programmer l'usage de son lave-vaisselle ou de sa machine à laver durant les heures où les panneaux produisent. Donc, euh, donc voilà, il y a quand même. Et en fait, il y aura de plus en plus demain, puisque toutes ces technologies vont être de plus en plus implémentées, moyen pour les propriétaires de panneaux d'autoconsommer bien au-delà de l'autoconsommation naturelle. Et ensuite, avec donc tous ces nouveaux leviers qui a priori vont se développer dans le futur, on va passer d'un investissement qui aujourd'hui est quand même assez bien lucratif à un investissement qui le sera encore bien davantage. Autre élément, ben, c'est évidemment l'évolution du prix de la fourniture. Et au plus le prix de la fourniture est élevé, au plus le gain net sur la facture sera élevé. C'est assez simple, je pense, à comprendre. Et enfin, c'est la manière dont on va valoriser le surplus. Donc, j'ai beaucoup parlé d'autoconsommation, Mmh. mais donc, vous l'avez bien compris, c'est pas possible de tout autoconsommer. Donc, il y a un surplus qui va être injecté sur le réseau. Et ce surplus, il faut depuis le 1er janvier 2024 le revendre à un fournisseur qui va racheter donc ce surplus. Et donc là aussi, on peut essayer de faire un maximum jouer la concurrence entre fournisseurs, même si c'est pas toujours facile pour revendre cette électricité à un bon prix. Pourquoi ces éléments d'autoconsommation sont encore plus importants qu'aujourd'hui? Donc, je le citais, depuis le 1er janvier 2024, le surplus, en fait, n'est plus déduit de la facture. Donc, il n'y a plus le système du compteur qui tourne à l'envers. OK. Donc c'est ce qu'on enfin, c'est la fin de la compensation. Voilà, OK. exactement. Donc, en fait, avant, ce qu'on n'auto-consommait pas et ce qu'on injectait sur le réseau était, en tout cas en partie, déduit de la facture à la fin de l'année. Donc, quelque part, le volume autoconsommé ou pas avait moins d'importance puisqu'on récupérait à la fin tout ce qu'on n'avait pas Mmh. autoconsommé. Ici, c'est plus le cas.
Donc on va le revendre, comme je le disais juste avant, à un fournisseur, mais à un prix bien moins élevé que au prix auquel on l'achète. Et donc, avant, ce qui était décompté de la facture, le volume de kilowattheures décompté de la facture, il va aujourd'hui être revendu à un fournisseur, mais à un prix bien moindre. Donc, le fait d'autoconsommer va être beaucoup plus important pour faire varier à la hausse ou à la baisse ce temps de retour sur investissement. À ce stade du podcast, j'espère que nous avons déjà répondu à certaines inquiétudes des personnes qui réfléchissaient à une éventuelle installation solaire. Malgré ça, il faut qu'on reste honnête, il existe un petit souci dont on a pu entendre parler dans l'actualité ces derniers mois, c'est le décrochage d'onduleurs. Mathieu, est-ce que tu peux vite nous expliquer ce qu'est un décrochage d'onduleurs? Mais un décrochage, dans les faits, ça veut dire que les panneaux arrêtent de produire de l'électricité. Donc même s'il y a de la lumière, ils arrêtent de produire. Pourquoi? Parce que c'est une conséquence en fait d'un phénomène de surtension sur le réseau électrique. Donc pour le dire très simplement, le réseau électrique, il y a toujours un équilibre entre la consommation et le volume d'électricité présent sur le réseau. Si le volume d'électricité présent est plus important que le volume consommé, il y aura trop d'électricité par rapport à ce qui est prélevé, et donc il y a une surtension qui est très dangereuse parce que ça peut faire arrêter le réseau. Et donc, pour protéger le bon fonctionnement du réseau, on décroche les panneaux solaires pour diminuer le volume d'électricité présente sur le réseau et retrouver un équilibre entre consommation et, euh, et injection. Alors bien sûr, quand on dit décrocher les panneaux, on veut bien dire déconnecter du réseau. Est-ce que quelque chose a alors été mis en place pour éviter ces décrochages? Ben oui, donc le phénomène est de plus en plus important parce que tout simplement, il y a de plus en plus de panneaux. Les GRD, évidemment, en sont bien conscients, ils y travaillent. Alors les GRD, ce sont les gestionnaires de réseaux De distribution. de distribution. Voilà, merci, effectivement. Et donc, il y a des milliards d'euros, en fait, qui sont prévus pour améliorer le réseau, pour renforcer la capacité d'accueillir de l'électricité solaire. Ores a aussi développé une cartographie, en fait, des zones critiques. Donc, c'est un outil très utile. Si vous réfléchissez à installer des panneaux, vous pouvez aller voir si vous êtes dans une zone où le réseau est moins bien ou mieux adapté à accueillir de l'électricité solaire. Et donc, au plus la zone, c'est en des codes couleurs, donc plus la zone est rouge, au plus il y a de la probabilité que vous subissiez des décrochages. Est-ce que les propriétaires de panneaux solaires peuvent aussi aider de leur côté à diminuer les chances de décrochage? Oui, tout à fait. Donc, je reviens à ce concept d'autoconsommation, puisqu'au plus on autoconsomme, au moins on va injecter de l'électricité sur le réseau, donc au moins on va créer un risque de surtension. Un autre élément aussi qu'on peut faire dès l'installation, c'est sous-dimensionner l'onduleur, donc l'appareil dont je parlais tantôt Mmh. entre l'installation et le compteur, puisque cet onduleur, en fait, il peut jouer un peu un rôle de filtre et donc laisser un petit peu moins passer d'électricité qui est réellement produite par les panneaux vers le compteur pour essayer de diminuer in fine Mmh. le surplus qui va être injecté sur le réseau. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'on va enfin, ça peut avoir un impact extrêmement limité sur le volume annuel qui est produit, mais ça peut vraiment lisser, comme on dit, les pics d'injection aux moments les plus critiques. Donc, essayer au moment aux heures où il y a le plus d'électricité présente sur le réseau, le fait de sous-dimensionner l'onduleur va permettre de diminuer un petit peu le phénomène et donc de limiter le risque de sous-tension. Et dernier élément par rapport au décrochage, c'est que le gouvernement wallon le nouveau gouvernement a affiché son intention de prévoir une indemnité pour les propriétaires de panneaux qui subissent ces décrochages pour éviter justement cet impact sur le temps de retour sur investissement, ou le diminuer au maximum en tout cas. Et alors, last but not least, dont on parlait aussi beaucoup, c'est le fameux tarif prosumer. Alors par rapport à ça, ben oui, effectivement, c'est un coût, et qui est d'ailleurs en augmentation. Mais première précision quand même, c'est que ce n'est pas une taxe qui est spécifique au prosumer. Le tarif prosumer, c'est quoi? C'est l'électricité donc qui est le surplus qui est injecté sur le réseau. C'est simplement, on paye le tarif réseau sur cette électricité-là, pour continuer à ce que chacun contribue de manière plus ou moins égale au financement du réseau, d'autant plus que, comme je le disais tantôt, le fait d'avoir cette injection,
ça a des conséquences sur les réseaux et qu'il faut adapter et ça coûte beaucoup d'argent. Euh, et de nouveau, pour limiter en fait le coût du tarif prosumer, en tout cas si on choisit qu'il soit calculé de manière proportionnelle au volume injecté, parce qu'il y a différentes modalités de calcul, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est à nouveau d'essayer d'autoconsommer au maximum. Puisqu'au moins vous allez rejeter sur le réseau, au moins vous allez payer, en tout cas dans la modalité proportionnelle, au moins vous allez payer ce tarif. Euh, on a déjà parlé de beaucoup de choses. On a parlé achat, retour sur investissement, mais un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est les procédures d'urbanisme. Parce que c'est bien de vouloir installer des panneaux solaires, mais il faut aussi le pouvoir. Donc, est-ce qu'il faut faire attention à certaines choses ou pas? Alors a priori non. Parce que pour des panneaux solaires qui sont fixés, intégrés au toit et qui ne dépassent pas du toit, il n'y a aucune procédure d'urbanisme Ok. qui est requise. Sauf dans certains cas, si c'est un bâtiment classé, si on est dans certains espaces protégés, etc. Mais de manière générale, il n'y a pas de permis d'urbanisme nécessaire. Ce qui n'est pas le cas, par contre, des installations au sol. Donc si vous voulez installer des panneaux dans le fond de votre jardin, là, par contre, il va falloir entamer toute une procédure. Eh bien, merci à toi, Mathieu, de nous avoir partagé toutes ces informations. Merci à toi. Alors, j'espère qu'on aura pu aider les auditeurs et auditrices à se faire un avis et pourquoi pas sauter le pas du photovoltaïque. Sachez qu'il existe des guichets énergie. Il y en a 16 répartis en Wallonie. Ce sont en fait des points de contact où vous pouvez poser toutes vos questions concernant votre future installation photovoltaïque si des doutes subsistent. Bien sûr, le lien sera dans la description de ce podcast. Vous pourrez également trouver peut-être votre futur installateur dans une liste qu'on vous partage toujours en description de ce podcast. Alors, on n'oublie pas que nous avons abordé le sujet de façon globale, donc il s'agit bien sûr d'ordre de grandeur moyen, mais il est possible de personnaliser tout ça grâce à la cartographie solaire. Il en existe une pour Bruxelles et pour la Wallonie, et ces cartographies vous permettront d'en savoir plus sur l'investissement nécessaire, euh, le nombre de panneaux, le potentiel de production, etc., etc. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau numéro du Robert du futur.